Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je vais m'attaquer à un sacré sujet, disons-le nous quand même, puisque c'est assez ambitieux, effectivement, comment motiver une équipe sur du long terme. Sur du long terme, j'ai bien dit, l'intention c'est de vraiment communiquer sur de la valeur. J'annonce que c'est du lourd cet épisode, qu'il y a quelque chose de vraiment, alors à la fois très concret, pratico-pratique et en même temps qui va susciter certainement beaucoup d'interrogations, d'introspection, puisque en dehors des méthodes et des pratiques, je vais vous inviter à réfléchir à votre propre posture. Alors pourquoi cet épisode là maintenant ? Puisque le premier trimestre est déjà bien entamé, qu'on a évoqué la notion d'entretien individuel, que mon intention de vous partager des interviews est lancée, donc le plus tôt le mieux pour commencer à initier quelque chose de l'ordre de la motivation, semer des graines le plus tôt le mieux sur du long terme pour 2026, en espérant déjà qu'elles germent en 2026 côté motivation. Alors me direz-vous pourquoi cet épisode ? Parce que beaucoup de managers savent motiver globalement. Alors globalement motiver à court terme, c'est-à-dire à travers des primes, des deadlines, de la reconnaissance, merci, t'as fait du bon boulot, c'est parfait, des discours plutôt énergétiques, go, 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 on va le chercher, ce résultat, etc., etc. Mais finalement, peine à entretenir la flamme, dans la durée, sur du plus long terme. Or, la motivation durable, c'est un enjeu majeur, vous le savez, puisque quand on est motivé, on peut soulever des montagnes. Et puis, des équipes motivées sont largement beaucoup plus productives et surtout sont largement plus rentables également sur du long terme. Alors, quand je parle de rentabilité, c'est à la fois économique, mais aussi humain, puisque ça réduit le turnover, on le sait, ça conditionne la performance, l'engagement. Et la notion de turnover n'est pas à négliger, surtout, et merci à 2025 pour ça, même si c'est un peu tard, d'avoir fait de la santé mentale un enjeu majeur de nos entreprises de nos jours. Alors, ce que vous allez apprécier dans cet épisode, ce sont de grosses bases théoriques au niveau de la motivation durable selon la psychologie du travail. Donc, je vous avais annoncé du lourd, le voici. Les pratiques ensuite concrètes qui vont vous permettre de nourrir l'engagement au quotidien. Et j'ai envie de dire, chacun de mes épisodes sème des graines à ce sujet-là aussi, mais on va mettre les deux pieds dans le plat aujourd'hui. Et puis enfin, comment ajuster votre posture de leader pour être un moteur finalement de la motivation, de l'inspiration et de l'engagement. Ce qui veut dire qu'à la fin de cet épisode, vous aurez finalement une grille de lecture claire pour comprendre la motivation de votre équipe, ça c'est certain. Je vais vous partager des méthodes concrètes pour entretenir dans la durée cette motivation et des idées pratiques à tester, pourquoi pas, immédiatement dans votre management, c'est-à-dire à la suite de cette journée ou demain, si vous écoutez cet épisode un peu sur le tard. Ça m'amène directement à mon premier point. Alors, le premier point, c'est d'abord de comprendre la motivation durable. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. En fait, il faut déjà distinguer deux types de motivation. C'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Alors là, attention, je vais rentrer dans des éléments d'explication. La motivation extrinsèque, c'est tout ce qui est de l'ordre de la récompense. La récompense des objectifs atteints, mais aussi des fois des contraintes. Comme j'ai pas envie de vivre cette contrainte particulièrement, je vais plutôt mettre les bouchées doubles et je vais faire attention. Par rapport à la motivation intrinsèque,
qui est naturellement dans mon ADN depuis toujours, que j'entretiens et que je cherche à nourrir au quotidien. C'est le sens que je donne à mes missions. C'est mon autonomie, mes compétences, les relations, le plaisir, voilà, que je peux ressentir au quotidien, au goutte à goutte. Et donc, c'est là qu'on rentre dans la théorie, la Self-Determination Theory, c'est-à-dire de Deci et Ryan, c'est la théorie de l'autodétermination, qui correspond à 3 besoins fondamentaux, selon eux, qu'on doit retrouver dans chacune des organisations que nous avons, c'est-à-dire la notion d'autonomie, de compétence et de relation. Donc en fait, si je dois vous partager ça, et selon un autre regard, un autre point de vue, qui est une étude Gallup de Q2 2025, c'est-à-dire deuxième trimestre 2025, dans la population américaine, d'accord ? Parmi 12 items globalement, c'est-à-dire 12 rubriques ou catégories qui mesurent l'engagement des salariés en collectif, et bien on s'aperçoit que 47% des salariés sont tout à fait d'accord avec le fait qu'ils savent exactement ce qu'on attend d'eux au travail. Pour 31% d'entre eux, donc là on est déjà sur une personne sur 3, ils sont tout à fait d'accord avec le fait que quelqu'un encourage leur propre développement dans leur organisation. Toujours pour une personne sur 3, ils se sentent connectés à la mission, au but, à l'objectif de l'organisation dans laquelle ils sont. Et puis pour 28% d'entre eux, eh bien, leur opinion compte au travail. On ne motive pas les gens, on crée les conditions dans lesquelles ils se motivent eux-mêmes. Et c'est là que je reviens à Edward Deci, dont la citation, voilà ce que je viens de citer à l'instant, qui nous partage le fait que finalement, chercher à motiver, et ça c'est plutôt révolutionnaire, on ne cherche pas, on ne devrait même pas chercher à motiver quelqu'un, si tant est qu'il sache déjà lui-même ce dont il a besoin. Le problème de notre société aujourd'hui, c'est qu'on ne nous apprend pas à déterminer de quoi on a besoin. Ce qui veut dire que quand on arrive dans une organisation, on vit les choses de manière plus ou moins fluide ou frustrée. On vit les choses avec des doutes, des craintes, des peurs, mais aussi des certitudes, de l'engagement et puis des opinions, des convictions qui créent forcément des frictions. Mais dites-vous bien une chose, c'est que ces frictions, elles sont déjà intrinsèques, en fait. Donc chercher à motiver les gens en prenant ce levier-là, de ce côté-là, c'est déjà comprendre qu'à un moment donné, je fonctionne à l'envers, puisque la vraie question, c'est est-ce que déjà la personne a conscience de ce dont elle a besoin ? Or, là où moi, je peux agir intelligemment, c'est créer les conditions collectives, et absolument pas personnalisées du coup, mais dans lesquelles ils vont se motiver eux-mêmes. En gros, la métaphore que je pourrais vous faire, c'est comme entretenir un feu de cheminée. Vous voyez, il faut régulièrement, pour l'entretenir, si vous avez un poêle à bois chez vous, si vous avez eu cet hiver un poêle à bois par exemple, il faut régulièrement rajouter quelques bûches, un peu de bois, c'est-à-dire un peu de formation, un peu de feedback, il faut ajuster l'air également. L'air, ça pourrait être cette autonomie, cette confiance, l'air que je... voilà, arrête de me pomper l'air, c'est ça, c'est lâche-moi un petit peu, donne-moi un peu d'air. Et puis aussi pour garder cette flamme centrale, c'est-à-dire le sens, ce feu intrinsèque qui va m'animer tout au long de ma vie, tout au long de ma journée et tout au long de ma carrière. Donc c'est vraiment ça qu'on vient chercher. Quand on s'est déjà dit que on fonctionnerait à l'envers si on allait chercher la motivation intrinsèque, ça m'amène à mon deuxième point maintenant, qui est de dire que, de vous partager en fait les leviers pratiques et actionnables de la motivation durable. Ok, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Là ici, je vais vous parler de Herzberg. C'est le Two-Factor Theory, donc la théorie des 2 facteurs. Globalement, ce que nous dit Herzberg, c'est que il y a 2 types de facteurs qui rentrent en ligne de compte quand je dois aller un peu plus loin chercher la motivation individuelle. D'accord ? Donc là, on va en entonnoir pour être vraiment très, très puissant, très concret dans la motivation. Le premier facteur, c'est tout ce qui est autour des facteurs d'hygiène.
en fait, ces facteurs d'hygiène ont une fonction qui est d'éviter l'insatisfaction. Donc les facteurs d'hygiène, à l'intérieur, vous mettez quoi? Vous mettez le salaire, vous mettez les conditions matérielles, vous mettez par exemple aussi la politique interne. La façon dont, voilà, uniformément, vous avez cet ADN qui est le vôtre, propre à votre entreprise, votre organisation, dont les grilles de salaire sont fixées. La vraie question, est-ce que vous êtes certain que de manière homogène, cette grille de salaire est bien fixée et respectée auprès de tout le monde? C'est un vrai sujet, ce que je dis, parce que c'est pas forcément le cas partout. En deux, les conditions matérielles. Quels vont être les avantages en nature, quelque part? Est-ce que je demande à chacun de mes salariés de venir avec leur propre matériel ou est-ce que c'est moi qui leur paye? Bon, dans la plupart des entreprises, ce sont les dirigeants qui payent le matériel de leurs salariés. Mais voilà, la question se pose, jusqu'où va-t-on de ce côté-là? Et puis, la politique interne. La politique interne, c'est le règlement intérieur. C'est tout ce qui va faire qu'on va attendre des choses bien spécifiques en matière de sécurité, de qualité, de productivité, et puis également de comportement. Ensuite, Herzberg nous dit, il y a également, qui rentrent en ligne de compte, des facteurs directement de motivation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premiers facteurs d'hygiène ne sont pas, à proprement parler, des facteurs de motivation, mais plutôt de l'ordre de la relation au travail. Et donc, dans les facteurs de motivation, ces facteurs-là créent en fait l'engagement. Et c'est là que Herzberg nous dit que dans les facteurs qui créent l'engagement, donc la motivation, on a le sens, on a le partage de la vision, on a la reconnaissance également. Donc, quand je donne du sens, je partage de la vision, j'explique le pourquoi du comment de ce que j'ai en tête pour la suite à donner, je suis transparent sur les stratégies, je suis capable également de donner des signes de reconnaissance. Il y a également la notion de responsabilité, c'est-à-dire la notion de pouvoir que je suis capable de déléguer finalement à chacun de mes collaborateurs. Et puis la notion d'évolution. La notion d'évolution, c'est alors il y a la visibilité au sens de la vision d'entreprise, mais aussi il y a la visibilité au sens de, ok, si tu es avec moi, qu'est-ce que je peux te promettre dans les mois ou années à venir qui vont te permettre, toi, de te sentir progresser et continuer d'évoluer. Et ça, quand on combine ces deux clés de facteurs-là, en fait, ça nous permet de passer des concepts à la pratique. L'idée ici, c'est de transformer ces grands principes, autonomie, sens, reconnaissance, en rituels concrets du quotidien. Et voilà. Et c'est là que j'aime commencer à passer au concret, au pratico-pratique en partant de la théorie. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on traduit ça? On pourrait lire beaucoup en fait de choses comme ça dans les bouquins et en même temps on se dit ok, ça c'est beau, mais concrètement j'en fais quoi en fait? Comment j'avance avec ça? Eh bien allons-y, très chers auditeurs. Donc par rapport à cette notion d'autonomie, ce que je pourrais vous suggérer de ce côté-là en pratico-pratique, c'est déjà de pouvoir donner un choix dans la façon d'atteindre l'objectif. C'est-à-dire pas seulement un objectif fixé sur lui-même, mais de donner un choix, de proposer des choses à votre équipe pour pouvoir atteindre cet objectif, voire de leur poser la question. Qu'en pensez-vous? Comment est-ce que cet objectif pourrait être atteint selon vous? Ou alors qu'est-ce qu'on fait une fois que je vous ai partagé ma vision des choses? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur la méthode? Ça concourt à l'autonomie. Deuxième point par rapport à l'autonomie, ce que je peux vous partager en pratico-pratique, c'est de mettre en place ce que j'appelle des plages d'initiative, c'est-à-dire des moments ou des projets où chacun propose sa façon d'avancer. C'est-à-dire que, ok, on a cette problématique-là, construis-moi de A à Z le plan, c'est-à-dire en mode projet, de A à Z. Alors bien évidemment, ça dépend de l'autonomie, c'est-à-dire du degré de compétence, mais aussi de connaissances que les personnes ont. Tout le monde n'est pas capable de construire un projet de A à Z. Bref, vous savez à qui vous parlez quand vous allez créer ces plages d'initiative. Mais des moments où, c'est pas vous qui allez driver la réunion, mais ce sont les personnes autour de vous qui vont vous proposer
proposer quelque chose de concret. Un exemple, ce serait de définir ensemble les méthodes pour atteindre un KPI donné, au lieu d'imposer le process, pour vous-même. Alors, quand on dit imposer, vous n'avez peut-être pas forcément tout le temps conscience du fait que vous imposez quelque chose, mais dites-vous bien une chose, c'est qu'à partir du moment où le patron communique d'une certaine manière, il y a un espèce d'effet de groupe sur des personnes qui n'auraient pas envie de vous décevoir, de vous déplaire, d'aller à l'encontre, d'aller risquer un conflit, quand bien même on sait que vous avez un petit peu de caractère, vous voyez. Et donc, la plupart des personnes ne vont pas oser, en fait, vous contrer. Et ça, si je reprends les stades de ProcessCom, c'est 2/3 des personnes qui ne vont pas oser vous contrer du tout. Donc, quand on comprend ça, on se dit que l'autonomie, ça doit venir de vous, au sens de donner de cette autonomie. Le deuxième levier, c'est la reconnaissance. Point de suspension régulière et personnalisée, s'il vous plaît. Donc ici, on va remplacer concrètement un bravo l'équipe, très collectif, très superficiel, par un feedback beaucoup plus précis. Par exemple, j'ai apprécié ta manière de gérer ce client parce que tu as su calmer la tension avec beaucoup de tact. Et ça, c'était top. Et voilà, là on en est sur quelque chose de la reconnaissance personnalisée par rapport à un cas spécifique et concret. Ensuite, cette notion de reconnaissance, allez, il faut quand même varier les goûts et les couleurs, sinon on s'ennuie, d'accord ? Donc ça veut dire varier les formes de reconnaissance, parfois à l'oral, parfois à l'écrit, parfois en mode peer-to-peer, c'est-à-dire encourager les félicitations entre collègues. Ça, c'est une pratique américaine. Quand vous variez ces formes de reconnaissance-là, l'idée ici, c'est d'instaurer un rituel en réunion d'équipe où, par exemple, chacun peut citer la réussite d'un collègue. Voilà. Ça peut être aussi la façon de reconnaître les choses ou de cultiver le donner-recevoir en entreprise qui permet en fait une certaine libération de la parole. Ensuite, si on parle de développement des compétences, au sens de Herzberg, on pourrait, concrètement, offrir de la formation continue. Alors même des micro-formats, 15 minutes de partage de savoir en interne, si vous ne voulez pas avoir affaire à un organisme de formation. Ça peut être du mentorat, ça peut être du développement intergénérationnel où un ancien forme un nouveau. Ça peut être de confier aussi, développement de compétences, des mini-missions qui permettent d'apprendre. Un projet pilote, un rôle de référent. Tu vas être le référent pendant ce mois-ci ou les 6 prochains mois de tel ou tel projet. Ça peut permettre de développer un certain leadership, de faire en sorte de révéler les potentiels de chacun et puis de tester aussi certaines personnalités, de les faire grandir de ce côté-là. Un exemple, si vous êtes dans une PME, par exemple, vous pourriez confier à un collaborateur la responsabilité de tester ce nouvel outil digital, vis-à-vis duquel ce sera à lui par la suite ou de manière conjointe en binôme pour tester sa réactivité, son travail en équipe, de créer toutes les procédures d'utilisateurs pour les prochains utilisateurs de l'organisation. Voilà. Si on parle ensuite, par contre, de sens et d'alignement, autant au sens du sens et de l'alignement, on pourrait toujours expliquer le pourquoi derrière une tâche, avoir ce réflexe-là. Dans vos réunions, dans vos mails, etc., de toujours avoir une petite phrase sur pourquoi est-ce que je demande ça. Vous pourriez vous dire, non mais c'est logique, c'est tellement limpide, c'est clair, et non. Parce que l'interprétation et les interprétations sont légion et surtout les interprétations sont humaines. Donc, si je relie le travail individuel à la vision globale ou à minima à l'impact client, par exemple, ce serait de montrer aux développeurs d'un logiciel, par exemple, l'effet concret sur les utilisateurs finaux avec des témoignages clients. Voilà, ça pourrait être ça. De comprendre aussi l'impact de son travail sur l'extérieur de l'entreprise. Concernant le climat relationnel, la sécurité psychologique, pratico-pratique, vous pourriez instaurer des moments de réunion dans lesquels chacun
par exemple, peut poser une question ou dire « je ne sais pas » sans crainte. Préférez un « je ne sais pas » assumé plutôt qu'un « je sais Jean-Michel à peu près » qui va vous sortir les violons et puis tous les instruments qui vont bien à côté pour vous jouer un bon truc qui va vous faire perdre votre temps en fait, mais parce qu'à un moment donné, il essaiera de broder quelque chose et ça ne fera avancer personne. Favoriser aussi des espaces d'échange informels avec des petits déjeuners, des after-work. Attention, sobre, les after-work, autant ça marchait bien jusqu'à maintenant, autant on s'aperçoit que, quand les after-work deviennent obligatoires, on se rend de plus en plus compte en fait ça devient un abus de pouvoir en fait. Moi, c'est ce que j'observe globalement, où les gens se disent « Ah bon, t'es pas là ? Du coup, t'es pas dans l'équipe, t'es pas motivé, t'es pas engagé. » Alors que non, en fait, effectivement, des fois, j'ai des enfants en bas âge que je dois aller chercher chez nounou. Des fois, j'ai effectivement le sport qui est juste à côté et c'est mon seul créneau de la semaine. Enfin, voilà, avec beaucoup d'interprétations. Donc, attention aux after-work. Les moments informels peuvent être aussi au moment du déjeuner, le midi, à la pause. Enfin, voilà. Donc, détendons-nous avec ça. Le climat, la sécurité psychologique démarre par « j'autorise le fait que tu ne sois pas là ». Enfin, voilà. Par exemple, si, j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, si je reprends l'exemple Google avec le projet Aristote, si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous renseigner sur Internet là-dessus. Effectivement, les équipes les plus performantes étaient celles où la sécurité psychologique était la plus élevée. Et ça a été prouvé. Donc, allons-y avec beaucoup de bienveillance. Et enfin, je vous partagerai un dernier point qui est le sujet des rituels. CF, les épisodes de décembre dans lesquels je vous partageais beaucoup de choses autour des rituels, l'importance des rituels en équipe, de célébrer les petites victoires régulièrement, à la fin de chaque vendredi, de chaque semaine, le vendredi par exemple, où vous pourriez demander à chacun de quoi il a été fier, qu'est-ce qu'il a envie de valoriser cette semaine, pour repartir avec quelque chose de léger, voilà, où chacun met ça dans une bannette et le lundi matin, on démarre la réunion avec ce qui a bien fonctionné la semaine dernière, vous voyez ? Enfin voilà, ça peut être tout un tas de petites astuces. Mettre en place aussi des check-in, par exemple hebdomadaires, pour suivre l'avancée, ajuster sans pression les projets, c'est-à-dire des petits moments de OK, qu'est-ce qui a avancé et c'est les win-win, les quick wins en fait, finalement, les gagnants-gagnants, tout ce qui a bien fonctionné chaque lundi. Une phrase par personne, ce que j'ai réussi la semaine dernière, ce que je veux réussir cette semaine. Et voilà, tout ça, c'est vraiment des petits rituels de progression qui valorisent les efforts de chacun. Pour le dernier point, je vais le faire un petit peu plus court que le deuxième. Mais il s'agit ici de bien avoir en tête que motiver une équipe sur du long terme, ça démarre par vous. Votre motivation. Qu'est-ce qui vous motive, vous ? Comment est-ce que vous prenez conscience des attitudes que vous avez pour ajuster votre propre posture et pour nourrir l'engagement ? La vraie question, c'est est-ce que vous vous êtes d'abord posé la question, vous, de ce qui vous nourrit, de ce qui vous permet de vous maintenir engagé, et puis de la façon dont vous gérez vos propres besoins, vos propres moments de frustration, la façon dont vous ressourcez finalement. Chez Amazon, on appelait ça le lead by example, c'est-à-dire que l'exemplarité. Je suis le leader que je suis pour moi-même, finalement, déjà. Donc si je ne me suis déjà pas posé la question pour moi-même de ce qui me fatigue, des signaux qui font que je sais que ma batterie baisse et ma façon de me recharger, etc. Mais comment voulez-vous le faire pour les autres alors que vous-même, vous n'êtes pas au clair là-dessus ? Si vous vous dites que ça fait 6 mois que vous tirez la langue et que vous n'êtes pas capable de relever la tête, finalement, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un sujet à prendre pour vous en premier, avant de pouvoir vous interroger sur vos équipes ? Et j'ai envie de dire pareil, cet épisode tombe à pic. Mieux vaut se dire ça maintenant qu'au mois de novembre-décembre. Voilà, donc ça ce sont de vrais sujets, puisque je pense que 2026 est une année qui est vraiment une année sur laquelle on va insister. La société va nous pointer du doigt, en fait, l'urgence, le caractère essentiel de prendre soin de soi. Si on veut pouvoir prendre soin
des autres, déjà d'être capable de prendre soin de soi. Pourquoi ? Parce que le leader, c'est cette personne qui est déjà catalyseur d'énergie. C'est pas un simple contrôleur. Il y a une distinction nette à faire entre vos fonctions, si vous êtes dirigeant, de direction, le diriger, qui donne la vision, le sens, la stratégie, avec cette notion de manager, d'accord, qui est complètement distincte du caractère de pilotage d'une entreprise, attention. Et c'est ce que je disais à un client récemment, je disais, c'est vraiment, moi j'ai l'image de, comme les Grands Canyons aux États-Unis, c'est-à-dire, il y a deux falaises qui sont séparées par un gouffre. Eh bien, diriger une entreprise, ça n'est pas la manager. Diriger une entreprise, ça n'est pas la manager. Et donc, quand on prend conscience de ça, on se dit que déjà, si je suis très bon dans ma fonction de direction, de dirigeant, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais être un bon manager, et inversement, d'accord ? Peut-être que je suis fait pour manager les équipes, mais qu'au sens de la direction, en fait, je ne prends pas peut-être des décisions stratégiques très intéressantes, en tout cas suffisamment rentables pour me permettre de saisir des opportunités sur du long terme, vous voyez ? Et puis, diriger n'est pas manager, n'est pas non plus contrôler, d'accord ? Et c'est là qu'on voit vraiment la dimension de la posture de leader. Catalyseur d'énergie, oui, mais pas simple contrôleur. Il s'agit ici d'adopter une posture de coach, en fait. J'en parle depuis des mois, mais c'est vraiment d'être capable d'écouter différemment. Alors, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à me contacter. Je suis en train de concocter quelque chose de l'ordre de qu'est-ce que ça veut dire, en fait, diriger, manager, contrôler, et surtout écouter à travers ça. Écouter mes prospects, mes clients, écouter mon comité de direction, écouter mes collaborateurs. Voilà. Tout ça, écouter, c'est un très très vaste mot. Et poser des questions ouvertes, c'est un exercice. Donc si tu es intéressé par cette pratique-là, n'hésitez pas à me contacter en message privé, en fait, ou dans les commentaires de du questionnaire que je vous propose à la fin en description. C'est quelque chose que je suis en train de développer. Et enfin, quand je vous disais de lead by example, c'est-à-dire être exemplaire, oui, est-ce que vous êtes congruent ? Congruent, c'est quoi ? C'est la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Cette congruence-là, elle motive plus que le discours. Parce que il n'y a pas que des mots, il y a des actes. Et c'est comme un chef d'orchestre, en fait. Le chef d'orchestre, il ne sait pas jouer de tous les instruments, de chaque instrument. Par contre, il sait vraiment, avec minutie, harmoniser l'ensemble et donner du sens à la musique. Donc c'est vraiment l'enjeu, cette posture de leader pour moi sur la suite et fin de cette décennie 2020-2030. Il ne me reste plus qu'à conclure cet épisode. Pour moi, ce qu'il y a à retenir ici, c'est que la motivation durable, oui, elle repose sur l'autonomie, la compétence et les relations, mais que si je cherche à motiver individuellement, la motivation ne vient pas de l'injonction. Et surtout, la motivation individuelle passe déjà par une harmonisation de l'ensemble et une congruence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Les leviers sont simples, mais nécessitent surtout de la régularité. Feedback, sens, confiance et reconnaissance. Votre posture, enfin, en tant que leader, elle fait littéralement toute la différence. N'oubliez pas d'être catalyseur, pas simple donneur d'ordre. Et puis enfin, vous savez que j'aime clôturer ces épisodes de podcast avec un petit challenge, un petit défi. Cette semaine, je vais vous proposer de choisir un levier à activer dans votre organisation. Je ne sais pas, instaurer par exemple un rituel de feedback, relier une tâche à la vision, d'accord, de votre entreprise. Pourquoi pas déléguer un projet avec autonomie. Je vais vous proposer d'observer la réaction de votre équipe et de partager vos retours en laissant un commentaire, un avis vis-à-vis de ce podcast pour voir un petit peu quels sont déjà les résultats sur vous, sur votre temps, votre énergie, mais aussi sur l'équipe, pourquoi pas.
Dans tous les cas, je vous remercie grandement d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un avis en commentaire de ce podcast. Ça aide beaucoup, encore une fois, à le faire connaître, à le développer. Et si vous souhaitez en savoir plus sur comment mettre en œuvre les choses dans votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter. D'ici là, je vous souhaite une belle journée ou soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao!